Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, Parlons Immo, midi 13h, Bérénice de Villefleurio. Bonjour à tous, bienvenue sur Sud Radio, on est ravis de vous retrouver. C'est Parlons Immo, vous savez, votre émission dans laquelle on parle immobilier, on parle de votre logement. On est ensemble pendant 1 heure, comme chaque samedi, de midi à 13h. On est ravis d'être avec vous pendant ces fêtes. On espère d'ailleurs que vous avez passé un joyeux Noël. Je suis avec l'équipe. Alors, Sylvain, notre Sylvain international, n'est pas là. En revanche, Grégoire Dareco est bien là. Bonjour Grégoire. Bonjour Bérénice. On est les seuls survivants. Exactement, on a survécu à Noël et c'est très bien. Ouais, en fait, le secret, c'était de pas trop manger. Laurent Permas, notre expert rénovation énergétique. Bon, il est à distance, il sera là dans quelques instants avec nous. Un programme riche aujourd'hui. Notre invité, c'est Alain Zelijewski. Bonjour Alain. Bonjour, merci de votre invitation. Vous êtes spécialiste de l'ascenseur chez Schindler et justement, on va parler des ascenseurs. C'est le moyen de transport le plus utilisé au monde. Mais bon, au-delà de l'aspect utile, parce que c'est vraiment un facilitateur de vie, il y a vraiment un rôle social de l'ascenseur, on verra que c'est un équipement qui est très réglementé. Il y a des bons gestes à avoir pour en prendre soin. Et puis, il y a une grosse actu aussi. On en parlera en fin d'émission. Et puis, on verra aussi que c'est un secteur qui recrute. Donc, si vous cherchez du travail, ça peut vous intéresser. Vous cherchez partout en France. Bon, je vous rappelle que vous pouvez nous écrire, vous qui nous écoutez par SMS, à tout moment. Vous envoyez IMO, I2MO au 7 20 18, suivez votre question. Et puis, Grégoire, on va parler rénovation énergétique, évidemment. Bah oui, Bérénice, on va profiter de la fin de l'année pour préparer au mieux les futurs travaux de rénovation énergétique en 2026 pour bien les planifier. Puis après, je vous propose de parler de maisons saines, Bérénice, et on discutera de la pollution du logement après déménagement ou travaux, ce qui est assez actuel en cette fin d'année aussi. Et j'adore cette chronique parce qu'on apprend toujours plein de choses hyper utiles. Tout de suite, on va commencer dans le vif du sujet avec les infos à retenir. Sud Radio, Parlons Immo, Bérénice de Villefleurio. Alors Grégoire, au programme aujourd'hui. Bérénice, justement, travaux et obligations en copropriété, quelles sont les réalités aujourd'hui et puis quels enjeux demain? Fin de l'année et donation immobilière, vous en aviez déjà parlé, mais je fais un petit rappel pourquoi c'est intéressant et quelles sont les formules possibles. Et puis si vous décidez, vous qui nous écoutez, d'acheter un logement occupé, est-ce que c'est une opportunité ou un piège? On vous dit tout. Eh bien, on commence avec ces fameux travaux et obligations en copropriété. Quelle réalité aujourd'hui? Voilà, si vous vivez dans une copro, ce qu'on appelle une copro, c'est-à-dire une copropriété, c'est-à-dire que vous êtes plusieurs propriétaires dans un bâtiment. Sachez que la loi climat et résilience, elle vous impose aujourd'hui plusieurs obligations. Alors d'abord le DPE, Bérénice, le diagnostic de performance énergétique collectif qui est obligatoire selon la taille de l'immeuble. Alors depuis le 1er janvier 2024 pour les grandes propriétés, c'est-à-dire plus de 200 lots, donc 200 habitations. Depuis le 1er janvier 2025 pour celles entre 50 et 200 lots. Et ensuite, à partir du 1er janvier 2026 pour les plus petites, moins de 50 lots. Donc ce diagnostic global du bâtiment, il sert à évaluer la performance énergétique et à préparer les futurs travaux collectifs. Parce que oui, en copropriété, on décide ensemble des travaux ou des actions d'importance à réaliser. Ça peut d'ailleurs poser problème. Alors pourquoi c'est pas anodin, me direz-vous? Parce que le DPE collectif, il devient un document essentiel pour anticiper les dépenses de rénovation, convaincre les banques en cas de vente et puis structurer les décisions en en assemblée générale. Alors parallèlement, l'interdiction de louer les logements très énergivores, elle s'applique désormais depuis le 1er janvier 2025 pour les logements classés G. Les autorités, elles souhaitent également que les immeubles améliorent leur performance avant l'interdiction des classements F, situés à peu près en 2028, puis E à peu près en 2034, même si les dates exactes pourraient encore évoluer, on ne sait jamais, avec les feuilletons en rénovation énergétique, des travaux qu'il va falloir anticiper quand même pour préparer ces obligations au mieux. Une réglementation qui pèse de plus en plus sur les copropriétés, parce que faire un DPE collectif, c'est plus seulement une démarche optionnelle, c'est devenu un préalable indispensable pour envisager la rénovation énergétique à l'échelle de l'immeuble. Et clairement, c'est un outil de décision aujourd'hui. Et puis un signal fort envoyé aux copropriétaires. La question des travaux ne peut plus être repoussée indéfiniment. Et oui, ça c'est sûr. On continue avec la donation immobilière et les avantages qu'elle permet. Un sujet que vous aviez déjà abordé, Bérénice, je me suis dit que c'était pas mal de faire une piqûre de rappel en cette fin d'année. La donation immobilière, elle permet de transmettre un bien à un proche de son vivant avec plusieurs avantages. Donc des abattements fiscaux, évidemment, selon le lien de parenté
garantie, renouvelable tous les 15 ans, des exonérations d'impôts sur la plus-value immobilière au moment de la vente ultérieure par le donataire, et puis des possibilités de réduire son assiette pour l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, si le patrimoine dépasse les seuils. Alors vous avez différentes formules possibles, on ne va pas rentrer forcément dans le détail de ces dispositifs, mais il s'agit plutôt ici de vous dire de bien préparer la donation si vous y pensez. Une donation immobilière bien préparée, elle peut être un outil de gestion fiscale et patrimoniale très efficace. Alors attention, elle doit toujours être réalisée chez un notaire pour sécuriser les conséquences juridiques et fiscales justement. Et je me permets juste de rajouter que, parce que le thème donation, il impressionne certains, mais il n'est pas limité qu'aux classes les plus aisées. C'est vraiment un outil que tout le monde peut utiliser. Et oui, et d'ailleurs, tout le monde devrait aller voir un notaire. Et il n'y a pas que les gens aisés ou riches. Le notaire, c'est vraiment un tiers de confiance. Et allez le voir, franchement, ça coûte pas grand-chose et ça vaut vraiment le coup, comme le disait Grégoire. Enfin, une question très importante. Oui, Bérénice, je me suis dit, est-ce que c'est une bonne idée ou pas d'acheter un logement occupé? Ah oui, ça c'est une question qu'on se pose quand on investit. Ouais. Bien sûr, parce que acheter un bien occupé par un locataire, c'est souvent présenté comme une opportunité. Alors parce que le vendeur peut proposer un bien inférieur, puisque l'acquéreur il doit reprendre le locataire. Mais attention aux contraintes juridiques. Je vous rappelle que le bail en cours, il se poursuit automatiquement après la vente. Le nouvel acquéreur, il est tenu de respecter les termes du bail, que ce soit la durée, les loyers, les charges, jusqu'à son terme. Et puis il y a aussi récupérer le logement pour en faire sa résidence principale. C'est possible qu'à la fin du bail ou via une convention avec le locataire. Ce type d'achat, il peut donc être moins liquide et plus rigide qu'un achat libre. Bon, au final, c'est intéressant, c'est risqué? Alors c'est intéressant pour un investisseur patient qui vise un rendement locatif stable tout de suite, et puis lorsque le loyer il est proche du marché et que le locataire il est sérieux, c'est-à-dire avec des bonnes garanties et une bonne ancienneté. Alors c'est risqué par contre si le bien est destiné à devenir votre résidence principale, je vais y arriver rapidement, la présence du locataire elle peut retarder significativement son accès, et puis si le loyer est nettement inférieur au marché, ça réduit d'autant le rendement et complique le financement bancaire. Donc voilà, réfléchissez bien avant de passer à l'action. Et puis renseignez-vous, regardez si c'est un bon payeur aussi, parce que ça compte. Merci Grégoire, on attaque tout de suite le chantier du siècle. Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Et oui, c'est le chantier du siècle, c'est la rénovation énergétique. On vous en parle chaque samedi sur Sud Radio avec Grégoire Darico et Laurent Permas, le directeur général de Sofinco Éco-Transition, qui est là, heureusement, il est avec nous à distance. Bonjour Laurent. Bonjour, je suis entre la mer et la montagne. Bonjour Grégoire, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un bon Noël, en tout cas un joyeux Noël. Absolument. Voilà, ce samedi, c'est formidable. Bonjour Laurent, merci encore d'être avec nous. Alors, comme vous l'avez dit, Bérénice, on est entre Noël et le jour de l'an. La maison sent peut-être encore la cannelle. Les boîtes de chocolat sont peut-être à moitié pleines, voire à moitié vides. En tout cas, c'est le moment parfait pour faire une pause et puis réfléchir à cette grande question. Et si on s'occupait de son logement en 2026 ? Laurent, qu'est-ce que vous nous avez préparé pour bien penser ces travaux d'aménagement en cette fin d'année et puis pour l'année prochaine ? Vous nous tenez envie, Grégoire. En fait, c'est une période de fête qui est idéale pour faire le point, moins de stress, avec un peu plus de temps. Et puis, on passe beaucoup de temps chez soi. Donc, c'est un moment où on va repérer un peu tout ce qui cloche, tout ce qui est pas forcément chaud ou froid. Bref, c'était le bon moment pour imaginer un projet de rénovation. Et je vous propose justement 10 idées simples et efficaces pour préparer sereinement le 2026. Allez, on déroule les bonnes idées justement, Laurent. Qu'est-ce qu'on peut faire tranquillement pendant ces vacances ? Je vois que vous êtes impatient, donc avant de foncer justement la tête baissée, on commence par un état des lieux. Donc on va regarder son TPE, peut-être le relire, le redécouvrir même, le diagnostic de performance énergétique, qui est une carte d'identité thermique de votre logement. S'il date un peu, c'est le bon moyen, surtout si vous l'avez fait avant 2021, peut-être de le refaire pour savoir si vous avez une étiquette qui a bougé, et puis de comparer avec le précédent. Le deuxième point, c'est comparer vos factures d'énergie. Et ça, c'est aussi très simple, plein de bon sens. Vous prenez vos factures de l'année 2024, 2023. Est-ce qu'il y a une hausse ? Est-ce que vous avez des périodes où vous remarquez que vous consommez plus ? Ça donne des indications très claires sur peut-être des dysfonctionnements. Et puis, on repère les zones froides, ce que j'expliquais. Entre deux repas de fête, si vous sentez l'air frais qui passe sous votre porte ou une chambre qui est plus fraîche, forcément, c'est qu'il y a des petits sujets d'isolation et c'est peut-être des signes justement qu'il va falloir réagir. Et si je vous écoute, Laurent, je me dis qu'il n'y a pas besoin de gros travaux pour commencer, juste ouvrir les yeux sur ce qu'on vit au quotidien finalement.
on enfonce une porte ouverte. En tout cas, il faut faire attention s'il fait froid dehors. C'est un peu la base d'un bon projet, en fait. On part pas dans le vide et on répond à des besoins réels. Voilà, c'est une étape importante. De passer justement de l'information à la stratégie. Oui, c'est ça. Grégoire. C'est une fois qu'on a repéré les points faibles, qu'est-ce qu'on fait ? Et voilà. Eh bien, écoutez, je vous propose moi de demander justement un audit énergétique. On en parle très souvent dans nos différentes chroniques. Hein. Il est beaucoup plus complet qu'un DPE, et puis il va vous donner un plan clair de travaux à faire avec une priorisation, avec aussi le coût que ça peut vous coûter. Et puis il est souvent partiellement remboursé. Donc ça, c'est un bon point. Ensuite, appeler un conseiller France Rénov'. On le rappelle, France Rénov', c'est public. C'est le bon moment en janvier pour les joindre. Il est gratuit. Il ne démarche jamais, attention aux fraudes. Et puis, il va vous accompagner pour vous dire quelles sont les aides qui sont possibles en fonction de votre logement et de vos revenus. Et puis, le dernier point, c'est de se renseigner sur les aides locales. Votre mairie peut avoir un coup de pouce, la région, le département, et c'est souvent méconnu. Et puis, le petit tour sur le site que vous pouvez faire, là, juste après la chronique, site internet de votre ville, eh bien, il va peut-être vous faire gagner quelques centaines, voire milliers d'euros de coups de pouce. On va jusqu'à 1 000 euros sur certaines villes. Si je comprends bien, l'idée, c'est, avant de se lancer, c'est de se faire aider. C'est là aussi la base, c'est justement, les règles changent très souvent. Il y a eu une vingtaine de modifications sur ces 2 dernières années. Ouais. Donc c'est justement l'intérêt d'anticiper un peu pour votre dossier. Ok, Laurent, pour ceux qui veulent agir, mais qui n'ont pas de budget énorme. Allez, très rapidement, on liste les premiers travaux qui sont faisables soi-même, le rideau thermique, calfeutrer une fenêtre, installer un mousseur d'eau chaude. Ce sont des petites dépenses que l'on peut trouver assez rapidement auprès du quincaillier, mais qui comptent sur la durée. Ensuite, c'est prévoir un petit budget mensuel confort thermique, 50 euros par mois. C'est toujours ça de prix pour des thermostats, et puis ça fait 600 euros en fin d'année, de quoi justement peut-être cofinancer une amélioration, réfléchir aux évolutions de vie à venir. Un bébé en route, un départ à la retraite, du télétravail beaucoup plus régulier, ce sont des facteurs justement qui vont faire modifier votre facture, et peut-être c'est important de pouvoir rénover, puis s'abonner à la newsletter ou une alerte info. Celle de France Rénov' est très très bien faite justement pour pouvoir surveiller l'actualité des aides et peut-être aussi des bonnes pratiques. Merci beaucoup Laurent Permas, et puis à vous tous qui nous écoutez, très bonne fin d'année, reposez-vous bien et faites de la place dans vos résolutions pour votre logement. Merci Grégoire, excellente fin d'année. Merci Grégoire, merci Laurent. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie. Et vous êtes sur Sud Radio. Bon week-end, bonnes vacances si c'est le cas. Et bon courage à ceux qui travaillent, on est là avec vous. Dans quelques instants, on répond à l'un d'entre vous. Je rappelle que vous pouvez nous envoyer votre question par SMS en écrivant IMO, I2MO, suivi de votre question au 72018. On va répondre à la question de Vincent qui se demande quel est l'impact sur sa facture énergétique de recevoir toute sa famille pour le nouvel an. Oui, il faut y penser. Et puis on parlera du moyen de transport le plus utilisé au monde, l'ascenseur, avec Alain Zeligeski, spécialiste de l'ascenseur chez Schindler. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, midi 13h, Bérénice de Villefleurio. Bonjour, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous êtes toujours sur Sud Radio, toujours dans Parlons Immo, l'émission qui parle de votre logement, qui parle immobilier. Vous êtes nombreux à nous écouter en voiture. Attention, prudence sur les routes, il y a beaucoup de monde. Et on parle justement de votre logement, que vous soyez propriétaire, locataire. On répond à vos questions, c'est maintenant. Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. On part à Anschweim, en Alsace, juste à côté de Strasbourg. Vincent nous a écrit au 72018. Bonjour, je m'appelle Vincent, j'habite à Anschweim en Alsace. Pour le nouvel an, on est en plein débat familial. Il est question que je reçoive toute ma famille à la maison pour un grand dîner, sauf que c'est toujours moi qui reçois. À chaque fois, on est une quinzaine. Concrètement, sur la facture d'énergie, ça représente quoi en euros ? Plutôt quelques dizaines de centimes, quelques euros ou vraiment plus. J'ai besoin de faire des économies cette année. Bon, c'est clair, le message est passé, mais c'est vrai que c'est un sujet. Alors pour y répondre, parce qu'on a reçu plusieurs SMS dans le même genre, on reçoit Arthur Marciano, directeur général de lelynx.fr. Bonjour Arthur.
Bonjour. Alors pour répondre à notre auditeur, vous qui êtes un spécialiste des factures d'énergie, concrètement un dîner comme ça, quand on reçoit à la maison, donc là Noël est passé, mais pour le Nouvel An, une quinzaine de convives, est-ce que ça coûte vraiment de l'argent en plus de tout ce qu'on a à payer pour le repas ? Alors oui, la facture d'électricité peut grimper de quelques euros, une vingtaine d'euros, avec différents appareils qui vont consommer quelques euros de plus pour les fêtes. Et donc c'est quoi les appareils qui consomment par exemple ? Alors, les appareils qui consomment plus et qu'on utilise typiquement pendant ces moments de fête, c'est le four, c'est la plaque de cuisson, c'est aussi, alors dans une moindre mesure, le lave-vaisselle, mais aussi les guirlandes lumineuses, qui vont consommer quelques euros de plus et qui vont alourdir la facture d'électricité. Et oui, parce que c'est vrai qu'en plus en Alsace, les décos à l'extérieur, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour baisser cette facture ? Est-ce qu'il y a des choses, alors à part refuser l'invitation et les envoyer chez l'oncle ou la tante, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour essayer de baisser de cette facture ? Ouais, alors on peut préserver un peu cette magie et ce côté festif sans alourdir la facture grâce à quelques éléments. Le premier, c'est opter pour un chauffage avec des radiateurs efficients parce que c'est le premier poste de coût, le chauffage. Donc avoir des radiateurs plus efficients. Le deuxième, c'est passer avec des lampes LED pour justement toutes ces guirlandes, et ça peut réduire significativement la facture de ces guirlandes. Les appareils énergivores comme le four, la plaque, on fait attention, on les laisse pas allumer quand ça sert à rien. Et puis enfin, on peut comparer aussi le coût de son électricité et avoir un contrat qui coûte moins cher que le tarif en vigueur. Et les ampoules LED, ça vaut vraiment le coup ? Ça baisse vraiment la facture ? Les ampoules LED, ça réduit largement la facture de ces ampoules. Alors, c'est un poste qui est moins important que le chauffage. Encore une fois, le chauffage, c'est le poste important. Mais passer sur des LED, c'est un petit geste qui change pas grand-chose et qui vous fait économiser sur votre facture. Donc ça marche pour toutes les ampoules de la maison, hein, pas que en période de fête, j'imagine. Ça marche pour toutes les ampoules de la maison. Voilà. Oui, et ça coûte un peu plus cher en revanche une ampoule qu'une ampoule traditionnelle, une ampoule LED. Absolument, mais l'économie est substantielle. Voilà. Et on fait attention, surtout le jour de fête. Le four, les plaques de cuisson, on les utilise pour faire des bons plats, mais aussi on les utilise quand c'est nécessaire. Oui. Et après, on n'utilise pas le four pour chauffer sa cuisine, par exemple. Merci beaucoup. Ça peut représenter quelques euros. Effectivement, 3-4 euros de plus pour le four, 3-4 euros de plus pour la plaque de cuisson. Ah oui, ça monte vite quand même les euros. Bon, mais Vincent, vous nous écrirez, vous nous direz si c'est vous finalement qui avez reçu pour le repas du Nouvel An. Merci Arthur Marciano, directeur général de lelinx.fr. Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr. Et oui, ça y est, c'est l'heure de recevoir notre invité du jour qui est en plateau. Alors aujourd'hui, on parle d'un équipement que vous utilisez peut-être tous les jours sans même y penser, l'ascenseur. Il faut savoir que c'est le moyen le plus utilisé, le moyen de transport le plus utilisé au monde. Rien qu'en France, on effectue 100 millions de trajets par jour en ascenseur, soit près de 2 milliards de kilomètres parcourus quotidiennement. Mais au-delà de ces chiffres impressionnants, l'ascenseur, il faut le rappeler, ça joue vraiment un rôle social majeur dans nos immeubles. Je rappelle qu'il facilite le quotidien de nombreuses, de milliers de personnes, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les femmes enceintes, les femmes qui sont avec des enfants en bas âge. Donc voilà, il permet vraiment de vivre dignement, et on va voir qu'un ascenseur, c'est un équipement hyper réglementé dont il faut prendre soin. Justement, pour nous éclairer sur cet univers passionnant, nous recevons Alain Zeligeski. Bonjour. Bonjour Bérénice. Vous êtes monsieur ascenseur, l'expert ascenseur de chez Schindler, l'un des leaders mondiaux de l'ascenseur. Alors, pour déjà commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter Schindler ? Donc c'est un ascenseuriste que tout le monde connaît, mais concrètement, vous faites quoi ? Alors, Schindler, c'est effectivement un ascenseuriste mondial. On est implanté dans plus de 100 pays. C'est un ascenseuriste familial également. C'est-à-dire qu'il y a toujours une famille Schindler basée en Suisse. Pour ce qui concerne la France, c'est 80 implantations, c'est environ 3000 personnes. Et on conçoit, on fabrique, on installe, on entretient, on modernise. On fait toutes les activités industrielles et de services autour de ce produit, ascenseur, escalier mécanique. Donc vous êtes présent sur toute la chaîne, chaîne de valeur de la vie d'un ascenseur en fait. Exactement. Alors un ascenseur, parce qu'on voit nous que la cabine qui monte et qui descend, mais c'est pas que ça. Un ascenseur, il y a plusieurs parties qui le composent. On dit qu'il y a un cerveau
il y a le cerveau de l'ascenseur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne tout ça ? Oui, alors en fait, vous ne voyez pas que la cabine, mais c'est bien de considérer que vous ne la voyez, c'est-à-dire que le reste se fait oublier. Vous commencez par voir des portes d'ascenseur qui participent à la sécurité, puisque ça vous empêche de tomber dans le vide, et puis ça facilite l'entrée dans la cabine. Vous avez également des boîtes à boutons en cabine et au palier qui vous permettent de donner vos ordres ou vos appels. Ouais. Donc c'est une interface importante qui est basée effectivement sur du contact électrique. Et ensuite vous avez la cabine qui est je dirais comme la voiture, l'objet dans lequel vous rentrez qui va vous transporter. Mais en fait au-dessus de la cabine, dans la plupart des cas, il y a des câbles, pas un seul câble. Donc vous oubliez les poncifs en matière d'insécurité. Donc vous avez plusieurs câbles qui sont reliés à une poulie, elle-même reliée à un moteur. Et ce moteur est piloté par ce que vous appeliez le cerveau. On pourrait considérer que c'est un petit ordinateur, un automate. On appelle ça chez nous une manœuvre, bourré d'électronique, et qui va non seulement gérer les mouvements, recevoir vos appels, les enregistrer, les desservir, mais également, surtout, gérer l'ensemble de la sécurité des ascenseurs. Et ce sont ces éléments-là qui se sont renforcés toutes ces années passées. Et donc, un ascenseur, c'est très, très réglementé. Quand on n'est pas du milieu, on n'a pas idée à quel point c'est réglementé. Non, effectivement, la première réglementation, si on veut un peu s'amuser, date de 1913. Sur l'ascenseur, la première norme de 1945, et depuis on n'a pas arrêté d'augmenter le nombre de normes, non pas pour embêter les ascensoristes, mais pour améliorer le niveau de sécurité des techniciens et des usagers, et améliorer l'accessibilité, améliorer les économies d'énergie, améliorer la fiabilité. Donc cet ensemble de systèmes de normes européennes et françaises et de réglementations qui viennent en appui vise justement à assurer le service aux usagers. Donc vous l'avez dit, vous entretenez aussi les ascenseurs. Comment ça s'entretient un ascenseur ? À quelle fréquence ? La réglementation française impose une visite au moins toutes les 6 semaines. C'est beaucoup, je crois, par rapport à d'autres pays européens. C'est beaucoup, c'est-à-dire que sur le même produit, puisque on vous a dit que vous aviez qu'on avait une production mondiale, donc le même produit installé en Belgique ou en Italie, on va le visiter 2 fois par an. Chez nous, on va le visiter 9 fois en moyenne, avec une gamme de maintenance qui va différer, mais en tous les cas, on va effectivement vérifier, en particulier un certain nombre de sécurités toutes les 6 semaines. Alain, est-ce qu'il y a des bons réflexes à avoir ou des choses à ne pas faire au contraire quand on a un ascenseur ? Alors oui, je dirais c'est sur une expression un peu, pardonnez-moi, patriarcale, on dirait en bon père de famille, gestion en bon père de famille. Il y a un petit fascicule que vous pouvez vous procurer sur le site de la Fédération des ascenseurs sur le bon usage des ascenseurs, mais grosso modo c'est ne pas le malmener, rentrer gentiment dedans, ne rien casser, ne pas brusquer les portes. Oui, ça c'est un truc qu'on fait, on attend son voisin, donc on bloque les portes, ça c'est pas bon je crois. Alors s'il y a un blocage par un rideau électrique, c'est pas grave. Si c'est effectivement, si vous tirez sur le ventail mécanique, vous forcez. C'est exactement comme tout système électromécanique, si vous forcez dessus, il n'est pas forcément dimensionné pour. En tous les cas, ça va nécessiter un retour du technicien. Donc voilà, utilisez-le et puis faites attention avec les enfants, évitez que les enfants ne prennent l'ascenseur seuls, même si c'est safe, il n'y a pas besoin de permis pour rentrer dans un ascenseur. S'ils restent bloqués, ça peut les effrayer aussi. Exactement. C'est vrai. Merci Alain. Voilà pour ces explications. On n'a pas fini. On comprend en tout cas un petit peu mieux comment fonctionne un ascenseur. On se retrouve dans quelques instants avec vous. On parlera notamment du secteur de l'ascenseur en France, des métiers qui recrutent, notamment chez Schindler. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, ça peut être pour vous. Et puis on parlera aussi d'installation d'ascenseurs en copropriété. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, Parlons Immo, midi 13h, Bérénice de Villefleurio. Bienvenue sur Sud Radio dans Parlons Immo. Bon courage si vous travaillez aujourd'hui. Je pense par exemple aux chauffeurs de taxi et VTC qui nous écoutent. Dans quelques instants, Grégoire, on parlera d'un sujet crucial pour notre santé. Comment avoir une maison saine. Et oui, Bérénice, on reste sur le thème des travaux de fin d'année. On se demandera comment faire avec ces travaux et la pollution dans notre logement. Mais tout de suite, on poursuit notre conversation avec Alain Zeliwajewski, expert ascenseur chez Schindler. Et justement, on va voir que dans ce secteur, vous recrutez, mais avant j'ai une question, combien de temps ça dure un ascenseur ? C'est quoi la durée de vie d'un ascenseur ? Alors, le parc français est composé d'environ 650 000 équipements. Il y en a 40% qui ont plus de 25 ans, 25% qui ont plus de 40 ans. Ça veut dire que la durée de vie, il faut l'intégrer également dans la dimension de modernisation successive. C'est-à-dire votre ascenseur, il a pu avoir été installé en
80. Mais il faut penser à des modernisations successives. Je vous parlais du cerveau tout à l'heure, ce que vous appelez le cerveau, ce qui est pour nous la manœuvre, toute la partie électronique. Vous imaginez pas chez vous avoir un PC de 1980. Et pourtant, ce serait compliqué. Et c'est ce qui va gérer la sécurité de l'ascenseur. Donc voilà, il faut penser modernisation, il faut penser ensuite éventuellement remplacement complet quand vraiment l'ascenseur est au bout. Mais prenez conseil, mais en tous les cas, pensez travaux, et je reviens sur cette expression, pardonnez-la, de bon père de famille. C'est important prendre soin de son ascenseur et veiller sur cet équipement. Alors, il y a un Germain qui nous écoute, qui nous a posé une question par SMS 72018. Il vit dans un immeuble qui n'a pas d'ascenseur. Il nous demande si c'est toujours possible d'en installer un. Et même dans un immeuble ancien, il nous précise que sa cage d'escalier est très étroite. Est-ce que c'est possible du sur-mesure, nous demande-t-il. Ça se fait, ça ? Alors, ça se fait, c'est possible. Souvent, pas toujours. Donc, il faut regarder, effectivement, là, c'est un métier assez particulier, qui nécessite des compétences également sur l'infrastructure. Mais ça se fait, il faut qu'ils prennent conseil auprès d'un ascensoriste dont c'est la spécialité, mais aussi il y a des bureaux d'études spécialisés ou des architectes qui vont le regarder comment c'est faisable en cour intérieure, dans la cage d'escalier, ou pas du tout, éventuellement, si vraiment c'est impossible. Et comment ça se passe alors ? On vote ça en AG, comment ça se passe pour installer dans sa copro ? Bon, il faut que tout le monde soit d'accord, j'imagine, ou que la majorité ? Oui, alors la majorité, j'ai plus exactement les termes de la majorité qualifiée, mais oui, il vaut mieux que tout le monde soit d'accord, parce que ça va représenter un coût, mais ça représente un gain également pour les propriétaires, c'est-à-dire que, évidemment, de façon croissante, vu au fur et à mesure des étages, mais c'est une valorisation du patrimoine extrêmement importante, et c'est un élément, on parlait de facilitation de vie urbaine, qui est le slogan de Schindler, la raison d'être de Schindler France. Vous allez créer de l'accessibilité, y compris pour du maintien à domicile pour les personnes âgées. Donc oui, c'est une bonne réflexion que Germain a d'examiner ça. Oui. Et je rappelle que le maintien à domicile de nos seniors, c'est le chantier à venir, le chantier des années à venir, avec la population qui vieillit. Et puis il faut savoir, alors j'ai relevé sur la Fédération des ascenseurs, que vous avez noté tout à l'heure, ils disent que l'installation représente 3% du coût d'un logement, et en revanche, elle le valorise de moyenne de 6%. Et certaines études que j'ai vues sur Internet aussi montrent une valorisation qui peut aller entre 5 et 15% selon l'étage et la localisation. Ça veut dire que sans ascenseur, le bien vaut moins cher, et avec ascenseur, il vaut plus cher. Mais forcément, d'ailleurs, ça se loue mieux. Quand on veut louer un logement qui est au 5e étage sans ascenseur, on ne va pas le louer à des familles, on ne va pas le louer à des personnes âgées. Voilà, il faut penser à tout ça. Tout à fait. Ça se loue et ça se revend mieux également. Donc c'est un ensemble. Et dans le calcul des coûts de l'ascenseur, il y aura proportionnalité en fonction des étages. Alors, on parle maintenant des équipes qui sont derrière tout ça. Le secteur de l'ascenseur est un secteur qui recrute. C'est en développement ? Ah oui, alors c'est en développement et en renouvellement sans cesse. En préparant l'émission, j'ai regardé le site internet de Schindler avec le petit onglet carrière. Il y a 80 postes ouverts. 80 postes ouverts pour toute la France. C'est des recrutements réels. C'est pas, on n'attend pas des candidatures pour faire beau. Donc vraiment, on a des techniciens, en particulier des techniciens de maintenance, des techniciens de montage et de modernisation partout en France. Donc voilà, il suffit de regarder, de déposer son CV. Et on assure, alors il faut avoir un peu de connaissances électromécaniques quand même, on demande 2 à 3 ans d'expérience la plupart du temps, mais regardons les profils. Il y a une formation chez nous avant toute intervention sur le terrain de 6 à 8 semaines. Donc vraiment, voilà, c'est un métier, et c'est un métier dans lequel on fait carrière. Donc vous êtes formé. Regardez donc sur le site de Schindler. On peut avoir une grille des salaires ? Ça gagne combien un technicien ? C'est pas ma spécialité. Là, je vais vous dire des bêtises. Bon, allez voir sur le site si vous cherchez un travail. Et c'est vrai que c'est des emplois qui sont pas délocalisables. En tout cas, il faut qu'ils soient sur le terrain. Exactement. Ça, je vous parlais de 80 implantations. Voilà, vous êtes sur votre secteur. Il faut, en plus, c'est un métier intéressant, c'est-à-dire que vous êtes en autonomie, en relation avec l'usager, vous rendez service. Voilà, donc il faut aimer, mais il faut avoir un savoir-être, mais allez-y, c'est un beau métier. Et c'est vrai que toutes les villes ont besoin de techniciens pour les ascenseurs. Merci beaucoup Alain pour toutes ces informations. Alors restez avec nous, en fin d'émission, il y a la rubrique la grande question de la semaine, et on va aborder justement un sujet brûlant d'actualité qui vous concerne très probablement, les copropriétaires, en tout cas la fin des réseaux 2G et 3G qui vont avoir un impact peut-être sur votre ascenseur, un sujet important. Merci Alain. Alors tout de suite, on passe à la qualité de l'air dans votre logement avec vous Grégoire. Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Murprotec vous présente Sud Radio. Parlons Immo, Maison Seine.
Allez, c'est l'heure de votre chronique Maison Saine, votre rendez-vous chaque semaine sur Sud Radio pour comprendre en toute simplicité les grands enjeux d'un habitat sain. Et on l'a dit, c'est la fin de l'année. Vous avez peut-être pour projet de déménager ou de profiter des vacances de Noël pour réaliser quelques travaux d'embellissement dans votre maison. Alors aujourd'hui, on va parler de pollution, mais pas celle des voitures ou des usines. Non, on parle de celle qui s'invite dans nos logements souvent au moment où on pense les rendre plus agréables, lors d'un déménagement, lors de travaux de peinture. Et pour en parler, je reçois Édouard David, responsable de l'engagement sociétal chez Murprotec. Bonjour Édouard. Bonjour Grégoire, ravi d'aborder ce sujet car beaucoup de pollution intérieure naissent de bonnes intentions mais mal maîtrisées. Et oui Édouard, et on parle de moments de vie comme un déménagement ou des travaux d'embellissement. Pourquoi est-ce qu'il faut redoubler de vigilance à ces moments-là pour notre santé ? Parce que, Grégoire, ce sont des périodes où on introduit plein de matériaux ou de produits neufs, souvent chargés en composés organiques volatiles, vous savez, les fameux COV, peinture, colle, meubles neufs, moquettes, cartons. Et tout cela émet des substances irritantes, parfois même toxiques, surtout si le logement est mal ventilé. C'est quoi les effets concrets sur notre santé ? Ça peut aller de la gêne légère, on parle de maux de tête, d'irritation des yeux ou du nez, à des problèmes respiratoires plus sérieux, surtout chez les enfants, les asthmatiques ou les personnes sensibles. Et parfois, les effets ne se ressentent pas tout de suite, ce qui rend le risque moins évident, mais bien réel. J'imagine, Édouard, qu'il y a des bons réflexes à adopter dans ces cas-là. En effet, Grégoire, il y en a plusieurs et très simples. Choisir des produits à faible émission, c'est indiqué, vous savez, sur les étiquettes avec les labels A+, ou Écolabel par exemple. Ne jamais faire de travaux en milieu fermé, il faut aérer pendant et après. Ne pas dormir également dans une pièce fraîchement peinte ou rénovée, attendre au minimum 48 à 72 heures et éviter de tout faire en même temps. Il vaut mieux étaler les travaux que concentrer les polluants. Bon Édouard, on en avait parlé des meubles neufs dans une chronique il y a quelques mois. C'est peut-être l'occasion de rappeler que c'est aussi un sujet, non ? Oui, tout à fait. Les meubles neufs, surtout en panneaux de bois agglomérés, peuvent émettre du formaldéhyde pendant plusieurs jours, voire semaines. Le bon réflexe, c'est vraiment de laisser dégazer dans une pièce ventilée avant de les installer dans une chambre, par exemple. Justement, Édouard, d'après votre expérience, ce sont quoi les erreurs les plus fréquentes ? La plus grosse erreur, Grégoire, serait de ne pas avoir de système de ventilation efficace. Il y a donc 2 réflexes importants. Vérifier l'état de son système de ventilation et surtout ne jamais boucher les grilles d'entrée d'air. Et si le logement n'est pas équipé de VMC, en profiter pour envisager justement l'installation d'une centrale de traitement d'air qui va évacuer les polluants de l'air intérieur et purifier l'air entrant. Un petit mot de conclusion, Édouard, pour celles et ceux qui nous écoutent. Oui, quand on fait des travaux, on pense souvent esthétique, confort, déco, mais il faut aussi penser à l'air que l'on va respirer dedans. Un bon geste pour vos murs, c'est bien. Un bon réflexe pour vos poumons, c'est encore mieux. Eh bien, merci beaucoup, Édouard David, pour ces conseils pratiques. C'était pas la Minute Déco, ma chère Bérénice, mais c'était votre chronique Maison Saine sur Sud Radio. À très bientôt, Édouard. Sud Radio. Parlons IMO, Maison Saine. Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Vous êtes peut-être en vacances avec vos enfants ou avec vos petits-enfants que vous gardez. Bon courage si c'est le cas. C'est vrai que c'est du bonheur, mais c'est sport. Profitez bien du week-end en tout cas. Dans quelques instants, on va parler viager, on va parler nue propriété avec des cas très concrets qu'on peut rencontrer. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio. Parlons IMO, midi 13h, Bérénice de Villefleurio. Bienvenue dans Parlons Immo, bienvenue sur Sud Radio, c'est votre émission, vous savez, votre émission dans laquelle on parle de votre logement, que vous soyez propriétaire, locataire, on parle immobilier, on parle investissement, on parle de tout et justement, on va parler viager et nue propriété tout de suite. Parlons viager. avec l'Office du viager, bien conseillé, bien protégé. Et on va parler de deux situations assez fréquentes. Que faire quand on hérite de la nue propriété d'un bien, mais qu'on a un besoin urgent de cash, d'argent? Et à l'inverse, peut-on vraiment revendre un bien viager qu'on a acheté si notre vie bascule? Deux cas concrets assez courants sur le terrain, il faut le dire. Eh bien, on va voir qu'il y a évidemment des solutions avec notre experte Marine Livotti, directrice à l'Office du viager. Bonjour Marine. Bonjour Bérénice, bonjour à tous. Alors Marine, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de la donation de la nue propriété qui permet d'anticiper la transmission du patrimoine pour ses enfants. Donc on leur donne les murs, ils ont les murs du bien, mais on garde l'usufruit. Ça permet de sécuriser l'avenir de ses enfants et puis aussi au moment de la transmission, il y a quand même moins de frais. Mais la vie n'est pas toujours facile et linéaire. Que se passe-t-il si par exemple des enfants qui sont devenus nus propriétaires se retrouvent un jour
avec un besoin urgent de cash, de liquidité? Alors, c'est une très bonne question et c'est une situation qui est beaucoup plus fréquente, comme vous le disiez, qu'on ne l'imagine. C'est vrai que recevoir la nue propriété d'un bien, c'est un réel avantage patrimonial sur le long terme, mais au quotidien, cela malheureusement ne génère aucun revenu. Et donc, on ne peut ni habiter le bien, ni le louer, puisque forcément, il est toujours occupé par les parents, dans le cas de figure d'une donation parentale, ni l'utiliser comme une trésorerie disponible. Donc, finalement, lorsque survient un accident de la vie, comme par exemple une séparation, des difficultés professionnelles ou un besoin d'aider ses propres enfants, le nu propriétaire peut se retrouver un petit peu coincé. Alors, pour qu'on s'imagine bien, pour qu'on comprenne bien avec les auditeurs, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret, un bien, je ne sais pas, que vous avez eu? Oui, tout à fait. Justement, j'ai eu un appartement à la vente il y a quelque temps de ça qui était en Ariège. Le bien, je l'avais évalué donc à 162 000 euros. La nue propriété était détenue par un fils et c'était sa maman qui lui avait fait donation. Sauf que lui, il s'est retrouvé face à un besoin un petit peu urgent et pressant de liquidité. Donc la solution la plus réaliste que l'on ait trouvée, c'était de revendre la nue propriété dont il disposait, tout en protégeant bien évidemment totalement la mère qui était âgée de 82 ans à l'époque, qui elle a conservé son usufruit à vie sur le bien tel que c'était prévu. Et concrètement, le montage a permis au nu propriétaire de recevoir 75 000 euros d'argent disponible immédiatement et ensuite 180 euros par mois pendant donc un certain nombre d'années qui a été évalué à 127 mois en l'occurrence, sans pour autant toujours remettre en cause l'usage de la maman. Et ce type de solution montre bien que la nue propriété n'est pas du tout un élément figé. Avec un accompagnement adapté, on peut s'en servir de véritables leviers, même en cas d'imprévu pour le nu propriétaire. Et oui, c'est rassurant de voir qu'il n'y a pas de situation figée. Heureusement, il existe des solutions. Alors, autre cas qu'on rencontre aussi assez fréquemment, c'est l'acquéreur qui a besoin de revendre un bien qu'il a acheté en viager avant le décès du crédit rentier. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez un autre exemple? Oui, tout à fait. Alors j'ai un autre exemple en tête. Là actuellement, c'est un cas concret de client qu'on accompagne. Donc c'était un couple à l'époque qui avait acheté un bien en 2012, un bien qu'ils ont acquis en viager libre auprès d'une dame qui avait 72 ans. Ils ont payé un bouquet de 50 000 et une rente de démarrage de 900 euros par mois. Mais malheureusement, l'un des deux acquéreurs est décédé et la situation financière forcément a fortement impacté et changé puisque le conjoint survivant n'a plus malheureusement la capacité d'assumer seul la rente qui avait été prévue et qui en plus de ça, avec le nombre d'années, entre 2012 et aujourd'hui, la rente atteint désormais 1071 euros par mois. Oui, donc et dans ce cas-là, la revente est possible. Oui, tout à fait. Ils nous ont sollicité donc pour qu'on organise la revente du bien en viager libre. C'est-à-dire que ça ne doit strictement rien changer pour la personne qui est à l'intérieur. Nous, on fait une réévaluation de la valeur. Donc la dame, elle a aujourd'hui 85 ans. Elle va continuer à recevoir exactement la même rente qu'avec le couple qui l'avait acquis. Donc on reste sur une rente de 1071 euros par mois sans aucun changement pour elle. Par contre, le nouveau propriétaire, lui, le nouvel acquéreur, va verser au premier acquéreur un bouquet qui a été réévalué à aujourd'hui à 207 500 euros. Ce qui va permettre tout simplement à l'occupant actuel qui est en train de chercher un repreneur de retrouver, de sortir la tête de l'eau grâce au bouquet qu'il va pouvoir récupérer et s'alléger des mensualités en pouvant aller réinvestir son argent sur autre chose. Donc au final, l'acquéreur initial et la dame occupante ne sont pas pénalisés. Tous les deux ne sont pas pénalisés. Exactement, c'est comme ça qu'on montre aussi que le viager c'est un contrat qui est vivant et qui peut s'adapter aussi aux accidents de la vie, malheureusement à condition bien sûr qu'on ait bien structuré les choses dès le départ. Et oui, ça rappelle que la vie, il y a aussi des imprévus. Merci beaucoup Marine Livotti, directrice de l'Office du Viager. C'était Parlons Viager. Avec l'Office du Viager, bien conseillé, bien protégé. Et vous êtes toujours dans Parlons Immo sur Sud Radio. On est ensemble, comme chaque samedi, entre 12h et 13h. Bonnes vacances si vous l'êtes, bon courage si vous travaillez. On est dans la grande question de la semaine. Ça y est, c'est le moment. Aujourd'hui, on va parler justement d'un sujet d'actualité, un sujet brûlant avec notre invité qui concerne des centaines de milliers, alors peut-être pas des centaines, mais des centaines, oui, des milliers d'ascenseurs, on va dire. En France, c'est notre invité qui va nous le dire. C'est l'arrêt progressif des réseaux
réseaux 2G et 3G. Alors, notre expert, justement, sur le sujet, c'est l'expert ascensoriste de Schindler qui est avec nous en plateau, Alain Zeliwewski. Bonjour, rebonjour. Rebonjour. Alors, expliquez-nous, pourquoi c'est important pour les ascenseurs? Parce que les ascenseurs sont connectés, la plupart des ascenseurs sont connectés à ces 2G et 3G, c'est ça? Oui, on parlait sécurité tout à l'heure. En fait, quand vous rentrez dans la cabine, si jamais vous vous retrouvez bloqué dans la cabine, ça peut arriver, le moins fréquemment possible, et ben vous avez le petit bouton jaune qui vous permet de rentrer en communication avec un service d'intervention. Oui, la cloche jaune, c'est ça? Exactement. Oui, mes enfants jouent avec, faut pas. Je leur dis à chaque fois. Non. Bon, au pire, ça fait venir un technicien pour rien, mais non, faut pas. C'est un peu comme au loup. Donc voilà, et ça passe par un réseau de communication filaire. On sait que c'est appelé à disparaître. On a beaucoup installé de 2G et 3G logiquement parce que c'était la meilleure solution techniquement il y a 10-15 ans. Et aujourd'hui, les réseaux de communication nous annoncent la fin du 2G en 2026 et 2027 et la fin du 3G en 2028. Ouais, alors ça commencera, je crois, avec Orange le 31 mars 2026, donc le réseau Orange qui va stopper ces réseaux et après vont enchaîner un SFR, Bouygues Télécom, je crois que c'est quelques mois après. Donc ça veut dire qu'il y aura plus de 2G, plus de 3G. Donc ce sera 4G et 5G en gros. Exactement. 2G à partir de mars 2026 chez Orange. Dans les Landes, Biarritz puis les Landes, et pour finir toute la France en septembre 2026 selon leur dernier calendrier. Vous superposez à ça la fin du filaire dans un certain nombre de ces secteurs-là également, et puis le 3G en 2028. Donc de toute façon la question à se poser est bonne, et après l'échéance des travaux dépendra du réseau que vous avez. Et aujourd'hui, alors Alain, en France, il y a encore beaucoup d'ascenseurs équipés, parce que je lisais dans la presse, j'en avais parlé déjà il y a quelques semaines sur Sud Radio. Depuis, c'est quoi les chiffres? Combien d'ascenseurs sont encore équipés en 2G et 3G? Alors le recensement qui est à peu près le même chez tous les ascensoristes, c'est que 25% de notre parc fin 2024 était équipé de 2G plus 3G. Donc un ascenseur sur 4? Un ascenseur sur 4. C'est énorme. Énorme. Aujourd'hui, on est à peu près à 15%. Donc on voit qu'il y a eu un mouvement, mais insuffisant puisqu'il nous reste 6 mois. Donc il va falloir faire plus de chemin ou plus rapidement que ce qu'on a fait depuis un an. Et donc pourquoi c'est problématique? Parce que donc sans 2G, 3G, l'alarme ne peut plus se mettre en marche, on ne peut plus l'utiliser, elle ne marche plus. Exactement. Et elle est obligatoire. Elle est obligatoire depuis sur tout ascenseur neuf depuis 2000 et sur tout ascenseur existant depuis la loi qu'on appelait sécurité des ascenseurs existants de 2003. Donc aujourd'hui, un ascenseur qui est dépourvu de système de demande de secours efficace doit être mis à l'arrêt. D'accord, donc ça veut dire qu'on ne pourra plus l'utiliser. Donc ça veut dire qu'un ascenseur sur 4, si on ne fait rien là d'ici... Alors aujourd'hui on est descendu à un ascenseur sur 6, mais il restera qu'un ascenseur sur 6 et dans tous les milieux devra être mis à l'arrêt effectivement si le réseau de communication ne fonctionne pas. Bon, concrètement, pour les copropriétaires qui nous écoutent, qui ne savent probablement pas, moi par exemple j'ai un ascenseur, je ne sais pas du tout s'il est en 2G et 3G, comment on fait? Comment on fait déjà pour ça? On appelle le syndic, j'imagine? Voilà, normalement le syndic est informé avec une fiabilité assez bonne. On a quand même écrit à tout le monde en indiquant que il y avait une certitude de 2G ou au moins une suspicion. Donc de toute façon, ça vaut le coup de poser la question, de revérifier, et après ça coûte simplement l'installation d'un boîtier, ce qu'on appelle une passerelle. Normalement, on ne va pas remplacer la téléalarme, le combiné téléphonique, mais on va changer ce qui est l'équivalent de votre carte SIM et de votre boîtier de communication sur votre téléphone pour communiquer en 4G. Donc ça veut dire que le syndic doit prévoir un rendez-vous avec un technicien, donc d'un ascensoriste. Exactement. Et ça prend, une fois qu'il est sur place, ça prend combien de temps? On immobilise l'ascenseur pendant combien de temps? Maximum une demi-journée, le temps de capter les bonnes antennes, de positionner les antennes de façon à capter le meilleur réseau. Voilà, chez nous, on installe 2 antennes dans la plupart des cas pour capter le meilleur des réseaux, et on sera sur une carte SIM multi-opérateur de façon à sécuriser les choses. On imagine un 31 décembre, ou plutôt avant-hier, Noël, un soir de Noël, tout le monde veut téléphoner pour souhaiter un bon Noël à sa famille. Les réseaux de communication sont un peu saturés, même si on n'utilise pas toujours les mêmes canaux. En tous les cas, là, on captera le meilleur, et en toutes circonstances, vous pouvez trouver un technicien de secours. Ah, je savais pas que ça pouvait impacter le réseau de l'ascenseur si tout le monde se met à téléphoner. Essayez de téléphoner en pleine manifestation. Ah, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et c'est à la charge de la copro, ces travaux-là? C'est à charge de la copro d'installer. Alors après, il y a des systèmes de location. On propose un système, nous, de location, ce qui permet d'assurer derrière la maintenance, le remplacement des batteries, puisque c'est secouru. Mais voilà, ça peut être également une acquisition. C'est au choix de la copropriété. En termes de, le prix, à peu près, en termes de budget, ça représente combien?
L'installation d'un boîtier, alors j'ai toujours de la peine à parler de prix parce qu'on se retrouve toujours face à des situations un peu particulières, en ordre de grandeur, entre 700 et 900 euros en acquisition, et le système de location à diviser en autant de lots, donc ramener au copropriétaire, c'est pas énorme. C'est toujours trop. Surtout en période de fête. Là, je voyais un Français sur 4. La location, c'est 350 € par an. Ouais. Okay. Ouais, parce que là, c'est vrai qu'on n'a jamais été... là, les Français se sont endettés pour acheter les cadeaux de Noël. Un Français sur 4 a fait un prêt pour... Donc, c'est sûr que ça fait toujours des sommes à sortir. C'est jamais très agréable. Mais bon, faut le faire parce que le risque, c'est quoi, là, si on s'y prend pas dès maintenant? Parce que les âgés, c'est quoi? C'est 2 fois par an, 1 fois par an? 2 fois par an. 2 fois par an, enfin 1 fois par an. Mais bon, normalement, ça a déjà dû être porté à la précédente Assemblée Générale. En tous les cas, il en reste une, mais on sera en 2026. Donc, assez peu de recul. Je pense qu'il faut s'y prendre un peu autrement, un peu plus vite. Et puis on est peut-être sur des sommes qui sont inférieures au seuil de déclenchement du AG. En tous les cas, c'est une décision à prendre rapide pour évaluer la bonne décision technique et du coup que nous, on puisse programmer les passages. Oui, parce que si tout le monde s'y met au dernier moment, vous serez plus disponible, vous, les ascensoristes. Exactement, on est sur un risque d'engorgement. Oui. Et oui. Donc allez-y, faites-le, vraiment, c'est important. On pense aux personnes âgées qui sont dans les immeubles. Vraiment, vérifiez votre ascenseur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Alain Zelievski. Merci de nous avoir parlé de cet ascenseur. Merci Grégoire Darico. Évidemment, cette émission sera retrouvée sur Radio Imo mardi prochain à 12h. Tout de suite, la suite des programmes sur Sud Radio. Et puis nous, on revient évidemment samedi prochain. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ça passe vite. Bonne fin d'année 2025. Eh ben oui, bonne fin d'année, c'est vrai. Bonne fin d'année, bonne fête. Bonne fête à vous tous. Et puis, du coup, à l'année prochaine. J'adore dire ça. Et on parlera investissement immobilier samedi prochain, si vous voulez investir dans la pierre. Allez, bon week-end sur Sud Radio. Sud Radio, parlons IMO. Bérénice de Villefleurio. Avec Basile, votre application de recherche immobilière.